Bonjour, vous êtes en compagnie de Daniel pour l'émission Fenêtre sur soi. Mon invité aujourd'hui nous fait un immense privilège en participant à l'émission. Il est ancien médecin, diplômé de cancérologie clinique, auteur de nombreux best-sellers, formateur en soins énergétiques, mais également conférencier. J'ai l'immense joie et le privilège de recevoir aujourd'hui Luc Baudin. Bonjour Monsieur Baudin. Bonjour Mme Dubois. Je crois que l'honneur est partagé et je suis heureux de pouvoir transmettre mon expérience à tous les auditeurs. C'est avec grand plaisir que je participe avec cette émission. Je vous remercie et tous les auditeurs vous remercient également. Aujourd'hui, on a fait appel un petit peu à vous pour partager vos connaissances, partager votre savoir, partager vos pratiques autour justement des soins énergétiques. Et la première question qui vient, c'est qu'est-ce que c'est concrètement les soins énergétiques ? Les soins énergétiques. Je pense que pour bien comprendre l'importance et l'intérêt des soins énergétiques, il faut revenir un tout petit peu sur la constitution de l'être humain. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai beaucoup travaillé sur ces notions depuis pas mal d'années en rencontrant déjà des magnétiseurs, des rebouteux, des guérisseurs, des barreurs de feu, des voyants, etc. en France quand j'exerçais. Et puis après ça, j'ai voyagé pas mal et donc j'ai rencontré aussi pas mal de guérisseurs à l'étranger, ce qui m'a permis de voir l'efficacité de cette manière de pratiquer. Il est vrai que à l'époque, j'étais médecin et je ne savais pas trop pourquoi, comment ça marchait. Et en fait, c'est le jour où j'ai commencé à m'intéresser au traité de physique quantique que je me suis aperçu que tout devenait simple en fait. Parce que l'être humain, comme tous les objets et comètes et planètes du système solaire et du système de l'univers, devrais-je dire, est formé de petites particules. Or, ces particules ne sont que des concentrations énormes d'énergie. Ce sont des énergies concentrées. Vous voyez, pour vous donner un exemple que je donne souvent, c'est l'énergie et la matière, c'est la même chose. Un peu comme l'eau liquide, on augmente la température, ça devient de la vapeur, et quand on rebaisse la température, ça redevient de l'eau liquide. Ça veut dire que la vapeur d'eau et l'eau liquide, c'est le même élément sous deux aspects différents. Eh bien, c'est exactement la même chose avec les particules et l'énergie. Ce sont exactement deux éléments sous deux formes différentes. Ils sont reliés aussi par des forces qui sont des émanations d'énergie. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes formés de particules qui sont des concentrés d'énergie reliés par des forces énergétiques qui vont s'associer pour former des atomes, des molécules, des protéines, des cellules, des corps. Et donc, quand on veut soigner un corps humain, on peut bien sûr le travailler au niveau de l'organe, un peu comme l'a fait la chirurgie ou d'autres techniques. On peut le soigner au niveau de la chimie, comme le fait les médicaments ou aussi les plantes. Et puis on peut le soigner également au niveau énergétique. Et donc c'est là-dessus que j'ai tout compris, j'ai tout compris, c'est prétentieux ce que je dis, un certain nombre de choses, et à ça, si on ajoute un petit peu la vision chinoise et la vision ayurvédique, on commence à comprendre un petit peu comment est fait l'être humain. Pour donner un principe basique de l'être humain, des soins énergétiques, plus exactement, il faut comprendre que l'être humain est un être donc énergétique qui se trouve au milieu d'un maelstrom d'énergie de toutes sortes. Par exemple, le vent, que l'on présente souvent comme des molécules qui se promènent, eh bien, en fait, c'est un grand champ électromagnétique. Et ce champ électromagnétique, sur le plan vibratoire, évidemment, ne fait que nous traverser, nous nourrir, nous informer. Et une des premières bases des soins énergétiques va travailler dans le sens de lever tous les blocages, tous les ralentissements qu'il pourrait y avoir au niveau de ce circuit énergétique au sein de notre organisme. Parce que dès qu'il y a un ralentissement, un blocage, dès qu'on a un frein dans le passage de ces énergies entre l'extérieur et l'intérieur, eh bien, cela va induire tôt ou tard des troubles et des problèmes de santé. Voilà, grosso modo, après ça s'ajoutent d'autres éléments, évidemment, qui sont importants, comme le niveau vibratoire. Quand on a un niveau vibratoire qui est trop bas, nous sommes conçus pour avoir le même niveau vibratoire que la Terre, par exemple. S'il est bas, ça va aussi favoriser de la fatigue, des infections, et favoriser aussi la survenue de maladies.
Après ça, bien sûr, il y a les chakras qui peuvent être plus ou moins ouverts, etc., etc. Voilà grosso modo ce que je peux dire sur les principes des soins énergétiques, et c'est pour ça que quand j'ai vu ça, on travaille sur je dirais, l'origine première de l'être humain, qui est un être énergétique avant toute chose, et donc c'est ainsi qu'on peut avoir des résultats très très intéressants sur les individus, aussi bien sur le plan physique que psychologique. Est-ce qu'on ne pourrait pas tout simplement le résumer par la notion de densité de la matière ? C'est-à-dire, oui, on peut présenter ça comme cela. À ce moment-là, c'est que la matière, c'est une énergie qui s'est condensée, en fait, qui est devenue beaucoup plus dense, et donc ça forme des particules qui sont extrêmement chargées d'énergie. Et simplement, pour vous donner un exemple, voyez un petit peu comment, avec l'énergie atomique, quelques centaines de grammes de matière est capable de libérer des quantités phénoménales d'énergie qui se trouvent en leur sein. Donc ça vous donne un petit peu cette idée-là. Et donc c'est vraiment un condensé d'énergie qui sont reliées par des forces, interactions faibles, fortes, gravitationnelles, électromagnétiques, qui vont lui donner sa cohésion. Et puis après ça s'ajoute aussi le boson de Higgs qui peut lui donner son poids, donner le poids à la matière. On va revenir un petit peu sur qu'est-ce qui vous y a amené. Donc, vous définissiez tout à l'heure l'approche quantique. Est-ce que, en plus de l'approche quantique, peut-être dans vos différents voyages, dans vos différentes approches, il y a peut-être eu des informations qui ont favorisé tel ou tel soin énergétique, telle ou telle démarche énergétique ? Comment ça s'est passé un petit peu pour vous ? Si vous voulez, j'ai ressorti il y a quelques années un rêve que j'avais étant enfant, et ce rêve était de justement arriver à soigner les personnes uniquement avec ses mains. Parce qu'en fin de compte, j'étais toujours ébahi par l'action que pouvaient obtenir sur les malades, les magnétiseurs, les rebouteux, les barreurs de feu, etc. Et moi, je suis parti du principe très simple. Et je me suis dit, s'il y a des personnes, encore de nombreuses personnes qui vont se faire soigner chez des magnétiseurs, etc., c'est parce qu'ils obtiennent des résultats. Sinon, ça fait depuis bien longtemps que ces professions-là auraient mis la clé sous la porte, c'est évident. Et donc, c'est là que je me suis commencé à me pencher un peu sur ces phénomènes-là. C'est vrai qu'à l'époque, moi, je recevais tous les patients, c'est-à-dire que même les patients qui étaient magnétiseurs, rebouteux, etc., à l'époque, je les recevais tout comme les autres, alors qu'à cette époque-là encore, je pense que ça a changé maintenant, beaucoup de médecins refusaient de les soigner. Donc au fur et à mesure du temps, ils m'ont transmis, m'ont fait la joie de me transmettre une partie de leur connaissance, de leur expérience. Après ça, moi j'ai voyagé, j'ai vu les guérisseurs philippins, des guérisseurs brésiliens, j'ai vu les amchi au Tibet, les médecins traditionnels chinois, etc. Et donc j'ai vu, chacun avait une approche extrêmement intéressante. Et quelque part, mon travail a été de rassembler un petit peu ces différentes techniques et de les épurer parce qu'elles étaient souvent un peu compliquées. Et en fin de compte, en les épurant, ça leur a permis de retrouver leur efficacité première et ça ne les a pas amoindris, au contraire. Et puis, après ça, j'ai réussi à les assembler pour faire un protocole qui est mon protocole, je veux dire, il est tout le temps en évolution, rien n'est jamais fixe, qui a permis, par exemple, il est logique de replacer les enveloppes subtiles avant de travailler dessus, il est logique d'éliminer les énergies mortes dans le corps avant d'en remettre de nouvelles, etc. Donc c'était un petit protocole qui a permis d'assembler un petit peu tout ça. Je dirais que, est-ce qu'il y a parmi tout cela une technique qui a prédominé, qui m'a plus marqué? Là, présentement, j'en ai pas. Elles étaient toutes très intéressantes, chacune dans leur domaine. Et voilà. Puis après ça, bon, il y a eu les inspirations, les fissions, l'expérience qui a ramené d'autres techniques, là, qui sont plus de mon cru et qui ont de mon cru, mais c'est encore là encore, c'est un peu prétentieux parce qu'on reçoit toujours des belles inspirations et c'est surtout de ces inspirations que sont venues ces avancées qui continuent tout le temps, toujours. On vit une époque extraordinaire où les soins énergétiques, grâce au niveau vibratoire qui change en ce moment, les soins énergétiques évoluent et se simplifient d'une manière considérable d'année en année. C'est absolument extraordinaire. Est-ce qu'on ne pourrait pas le lier à l'ouverture de conscience générale ? Oui, en effet. Mais je pense qu'il faut
faut savoir que nous avons en ce moment des nouvelles énergies qui arrivent de l'espace. C'est une montée vibratoire de l'ensemble de l'univers. Et cette montée vibratoire tend à nous ouvrir notre conscience. Vous avez tout à fait raison, Mme Dubois, parce que c'est un élément extraordinairement important à comprendre, surtout dans la situation actuelle que nous connaissons, qui est assez terrible avec la pandémie, la guerre, le réchauffement planétaire, la disparition de certaines matières premières, etc. Donc, heureusement, parallèlement à ces événements très péjoratifs, survient justement ces nouvelles énergies qui nous permettent d'élever notre conscience. Et il est vrai que nous n'en prenons pas garde, mais par exemple, ça nous permet de développer un certain nombre de talents qui étaient plus ou moins en jachère, mais qui étaient réservés qu'à certaines personnes qui avaient entre guillemets le don. Par exemple, tout le monde peut capter, recevoir les énergies. Tout le monde peut ressentir les énergies. Donc, il y a des talents aussi qui se développent au sein de l'humanité, qui sont encore faibles pour le moment, mais qui peuvent devenir plus importants si... Et l'ouverture de la conscience permet aussi de regarder les événements autrement. C'est-à-dire qu'on est toujours très sensible aux événements actuels, c'est évident, mais aussi on regarde ça un petit peu j'allais dire plus haut, là encore, ça peut être prétentieux de dire ça, mais on regarde les choses différemment. On peut lier aussi cette ouverture de conscience avec la notion de pensée collective. De toute façon, tout va ensemble. Et c'est pour ça que cette pensée collective, vous avez raison d'insister là-dessus, parce que elle est très importante aujourd'hui. C'est-à-dire que avec la guerre, avec la pandémie, etc., avec tout ce qu'on entend, il y a une espèce d'égrégore de l'humanité créé par l'humanité qui est très noir, très sombre. Et donc, il faut arriver à amener de la lumière dans ça, parce que vous savez que la pensée collective, si elle est nuisible, négative, on risque toujours d'amener par nos pensées, surtout si elles sont collectives et si elles sont fortes, justement ce dont nous n'avons pas envie. Donc il faut plus penser à ce que nous voulons, à ce que nous désirons, à ce que nous rêvons, plutôt que de se focaliser sur les éléments négatifs, parce que l'énergie est attirée par l'attention. Donc plus on va focaliser notre attention individuellement et collectivement sur la peur, sur les angoisses, sur la haine, sur l'égoïsme, la recherche de puissance, etc., plus nous allons nourrir même si on en a peur, le simple fait d'y penser, ça nourrit cet égrégore. Et il est temps plutôt de regarder autrement, de se dire, bon, ok, c'est comme ça aujourd'hui, maintenant, de quoi je rêve pour demain? Donc là, ça, c'est un égrégore en élevant notre conscience, en regardant aussi, en amenant aussi des pensées positives, d'amour, de compassion, de compréhension, d'intégrité, tout simplement. Eh bien, on va amener un petit peu de lumière dans ce monde. Et puis, je suis toujours un éternel optimiste. Je pense que ces lumières vont faire tache d'huile et se répandre. J'essaie jamais de convaincre qui que ce soit, mais si on montre par nos actions, nos pensées, nos actes, des éléments positifs, optimistes, de lumière, ça va avoir des répercussions importantes sur les personnes qui nous entourent, déjà sur notre vie, mais aussi les personnes qui nous entourent. Et puis, de personne en personne, ça peut se répandre. D'où l'importance également des soins énergétiques, de cet apport complémentaire, de cet équilibre finalement posé entre la matière, la réalité commune et les soins énergétiques qui vont travailler sur quelque chose de beaucoup plus subtil. Oui, les soins énergétiques vont apporter un élément important pour aider les personnes à ce que pour élever notre conscience, il faut s'émanciper des vieux paradigmes. Il faut éliminer un certain nombre de croyances erronées, fausses. Il faut soulager un certain nombre de vécus négatifs. Il faut s'émanciper des vieux conflits avec le pardon et passer à autre chose, avancer. Donc ça, il y a un travail individuel possible à faire, mais aussi les soins énergétiques peuvent aider d'une manière très importante chaque individu. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle j'ai mis en place ces soins collectifs et intemporels toutes les semaines pour aider les personnes, un maximum de personnes à se nettoyer
et à avancer. De très beaux soins, cela dit en passant, remplis d'amour. J'invite chacun de nos auditeurs à aller regarder un petit peu sur la chaîne YouTube de Monsieur Baudin, mais également sur son site internet. On va revenir à la suite de cette émission. Quand on parle de soins énergétiques, on a les grandes trames, comme vous l'aviez défini tout à l'heure, c'est-à-dire la médecine chinoise, les médecines ayurvédiques, Ho'oponopono, on va y revenir, le magnétisme, la radiesthésie, le l'EFT, la sophrologie et bien d'autres. Aujourd'hui, il y a tellement d'appellations que l'on a du mal à s'y retrouver. Et justement, dans toutes ces appellations, on va revenir donc à Ho'oponopono. Vous avez, développé la méthode Aora, qui consiste à mettre en lumière les problèmes physiques et psychologiques. Est-ce que vous pouvez un petit peu expliquer cette méthode aux auditeurs ? Oui, tout à fait. Ce qu'il faut savoir en préambule, c'est que Ho'oponopono et Aora sont deux techniques différentes, qui ne sont pas liées, hein, mais Aora est une technique d'une simplicité extraordinaire, parce que bien souvent nos problèmes de santé au départ, j'entends, les douleurs de genoux, les problèmes de vésicule, etc. Souvent, on ne les entend pas parce qu'on est pris par nos activités quotidiennes. Et puis, après ça, même quand on les entend, on a tendance à les négliger parce que c'est évident qu'on a toujours tellement de choses à faire qu'on veut, on n'a pas envie d'y arrêter. Donc, Aora va permettre tout simplement, on s'arrête pour se focaliser notre attention sur le problème, sur son genou, sur sa vésicule, sur les répercussions de son mal-être sur son corps. Et à ce moment-là, on est simplement un observateur, sans rien faire d'autre, c'est-à-dire qu'on n'est pas en train de demander quelque chose, on n'est pas en train de juger le problème comme quoi il est nocif ou nuisible, on est simplement dans l'observation. Et donc cette observation, pendant quelques minutes, va permettre à notre esprit de prendre conscience pleinement du problème, et ainsi, quand il en a pris conscience, il va relancer lui-même ses processus d'autoréparation. Et en l'espace de quelques minutes, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, ça dépendra un peu du problème, de l'importance du problème, et bien à ce moment-là, le symptôme s'efface. J'ai bien dit le symptôme, c'est-à-dire que c'est pas forcément la maladie, mais j'ai lieu de croire que si on répète ça, il peut y avoir des répercussions sur la maladie. Par exemple, j'ai vu des résultats avec certaines personnes sur leur diabète ou sur leur hypertension, etc. Donc, pour le moment, je suis sûr que ça améliore au niveau des symptômes. Donc, c'est très très important pour soulager une douleur, un problème d'intestin, etc. Mais en plus, il est probable que ça va plus loin, mais ça, il est encore trop tôt pour le dire. Est-ce que finalement, dans notre société, où on n'accorderait pas trop d'importance à la maladie, on peut imaginer, on peut même visualiser, les enfants malades, notamment, ne se plaignent pas, ne répètent pas constamment la douleur, sont très forts, font preuve et montrent une telle force face à certaines souffrances que chez l'adulte, on ne retrouve pas. Chez l'adulte, il va y avoir peut-être plus d'ancrage dans la maladie. Donc, il y a peut-être aussi ce concept de répétition. Oui, puis vous savez, il y a eu les enfants ont un bon sens, je dirais naturel, que nous avons tendance à perdre un petit peu avec le temps, avec nos croyances, avec notre éducation, avec nos vécus également. Et donc, il est vrai que la maladie est toujours quelque chose qui est mal perçu parce qu'en fait, ça vient gêner évidemment dans notre chemin de vie et ça vient nous perturber. Le problème qu'on a souvent par rapport à la maladie, c'est que la médecine soigne mais ne guérit pas forcément. Donc c'est déjà bien qu'elle soigne, qu'elle soulage les symptômes d'un diabète, d'une hypertension, d'une douleur, etc. C'est très très bien. Mais seulement, ça ne va pas forcément. On guérit pas d'un diabète, par exemple. On guérit pas d'une hypertension quand elle est chronique, etc. Donc, et ce qui est dommage, c'est parce qu'en fait, de ne pas le signaler aux patients, parce que, bien sûr, il faut qu'ils prennent leur traitement antidiabétique, anti-hypertenseur, on est bien tous d'accord, mais il serait bien aussi que les patients recherchent éventuellement dans les médecines naturelles des solutions là où la médecine n'en a pas. Et les soins énergétiques peuvent avoir aussi un intérêt assez important dans ces indications. Donc c'est vrai que la maladie est quelque chose
de très très important dans notre société parce que, pour les raisons que je viens de vous dire, c'est qu'on a beaucoup de maladies chroniques là aujourd'hui et je suis affolé par, quand je fais un peu les totaux du nombre de personnes qui ont du diabète, qui ont du cholestérol, qui ont des triglycérides, qui ont une hypertension, qui sont déprimés, qui ont des migraines, qui ont des acouphènes, etc. Quand on fait 1 million, par exemple, de personnes va bientôt être atteinte, on va bientôt atteindre 1 million de personnes qui sont touchées par l'Alzheimer, etc. Donc, si vous voulez, ça fait un nombre considérable par rapport à ça et donc, il faut vraiment trouver des solutions complémentaires aux médecines conventionnelles. Je me place toujours en complète complémentarité par rapport à elles, mais pour aider à trouver des solutions là où la médecine conventionnelle n'en a pas forcément. Mais justement, vous étiez donc médecin et on parle là de complémentarité. Il y a une démarche dans la base des soins énergétiques. Il y a vraiment cette démarche de complémentarité. Est-ce que du côté de la médecine conventionnelle, cette complémentarité est quand même perçue ou elle l'est encore aujourd'hui un peu rejetée? Officiellement, elle est rejetée. Elle n'est pas reconnue ni par l'ordre des médecins et par la majorité des médecins aussi. Mais seulement, il y a certains de mes anciens confrères qui restent ouverts. Par exemple, ils utilisent de plus en plus l'usage des barreurs de feu pour soulager les grands brûlés dans les hôpitaux. Donc on en trouve par-ci par-là. C'est pas une généralité, c'est par-ci par-là. Donc c'est les bonnes volontés des médecins locaux. Il y a même un médecin qui faisait appel à des magnétiseurs et il disait je ne sais pas comment ça marche, mais ce que je vois, c'est que les patients vont mieux et que ça pose pas de problème d'effets indésirables ou secondaires. Et donc, je suis favorable à ce que des magnétiseurs viennent aider mes patients dans leur service. Donc, il y a des personnes qui sont ouvertes. Je dirais que j'ai toujours bon espoir pour l'avenir parce que je pense que parmi les nouvelles générations, ils seront encore plus nombreux. Il y a c'est comme la sophrologie qui rentre aussi dans certains services. Mais ça rentre, je dirais, entre guillemets, par la petite porte. C'est toujours au cas par cas, hôpital par hôpital, mais l'idée générale est malheureusement pas encore à cet effet de complémentarité, parce que faut bien comprendre un élément aussi que je conçois par rapport à ce que peuvent penser mes anciens confrères, parce que je n'exerce plus, comme vous le savez, et donc le problème, c'est que toutes les médecines naturelles ne disposent pas d'études suffisamment importantes pour pouvoir se présenter comme étant éventuellement dans certaines indications des alternatives. Donc on n'a pas assez de preuves scientifiques sur leur efficacité. Vous savez, quand il y a des études, elles sont faites certes par les laboratoires pharmaceutiques officiels, mais ces études vont porter sur 1000, 2000, 10 000, voire même en cancérologie, ça peut toucher jusqu'à 100 000 personnes, des nombres impressionnants. Alors c'est vrai que quand une étude sur un produit en médecine naturelle va toucher 20, 30 ou 50 personnes, on peut pas en tirer des conclusions suffisantes. Donc c'est là aussi qu'il va falloir vraiment développer ça parce que il faut déjà prouver l'efficacité et d'abord avec des études qui pourraient être probantes et qui pourraient permettre aux médecins de les utiliser, je dirais, d'une manière plus tranquille. On parle d'études, mais il est vrai que ces soins énergétiques sont relativement ancestraux comparés à la médecine dite conventionnelle qui est extrêmement récente finalement. On prend la base de la médecine appellation chimique qui a moins d'un siècle. Et c'est là où il peut y avoir aussi des interrogations. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, il y a eu ce clivage? Ce qu'il faut savoir, c'est que la médecine énergétique, en effet, elle est extrêmement ancienne et elle a ses racines, comme vous le dites. Moi, j'étais acupuncteur avant, quand je me suis installé aussi en tant que médecin, qu'on appelle maintenant généraliste. Moi, j'étais plutôt médecin de famille que médecin généraliste. Donc, ces techniques ont perduré depuis des siècles, voire des millénaires. Donc, ça montre quand même leur intérêt. Après ça est arrivé la médecine, vous savez, même à partir dans les années de la guerre et juste après-guerre, il y avait encore dans tous les services hospitaliers des appareils physiques avec des émissions de certains rayonnements, de certains courants galvaniques, etc., pour soigner les patients. Et puis est arrivée la médecine chimique. Je ne voudrais pas enfoncer, tomber dans
considérations qui ne me plaisent pas, mais bon, il y a eu, disons, certains qui ont développé l'industrie, la pétrochimie. À partir de là, ils avaient la possibilité de, développer facilement les médicaments, et à partir de là, et grâce à l'argent qu'ils avaient, la puissance qu'ils avaient, ont complètement dénigré, s'arrangé pour dénigrer la médecine, surtout la phytothérapie, à ce moment-là, les soins énergétiques, pour développer évidemment les médicaments qu'ils fabriquaient. Donc ça a été, c'est à cette époque-là que c'est devenu le tout chimique. Les appareils physiques dont je vous parlais ont disparu des hôpitaux. Les soins énergétiques et tout ce qui était en dehors, même la phytothérapie qui a prédominé pendant tellement de siècles, a été mise au rencard. Et donc c'était la toute-puissance de l'industrie du médicament. Et en plus, on faisait croire, on rejoint un petit peu la notion de douleur on faisait croire aux personnes que on allait leur trouver la pilule miracle qui allait les guérir, et sans qu'ils aient grand-chose à faire pour obtenir cette guérison. Ce qui a été aussi un élément très affligeant, parce que à partir du moment où la personne malade ne prend pas conscience qu'il est important pour elle de changer peut-être de mode de vie, de manière de penser, de comprendre ce que lui demande la maladie, ça la prive aussi de sa guérison totale et complète. Et donc c'est aussi une des raisons pour laquelle on revient sur ces maladies chroniques que l'on voit aujourd'hui. Voilà, donc ça a été une histoire. J'insisterai pas plus. Non, c'est pas l'idée. On n'est pas là pour non plus tirer à boulet rouge sur quelque chose qui peut aussi être aidant dans certains cas. Mais ça peut. Oui. Et vous avez tout à fait raison, c'est qu'il faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Même si les industries pharmaceutiques sont des industries, elles permettent quand même de soigner les patients et de les équilibrer, etc. Elles permettent aussi de faire des études qui sont extrêmement intéressantes et des recherches très intéressantes et qui permettent de faire avancer les choses. Tout en sachant que malgré tout, d'un autre côté, c'est vrai que c'est une industrie, donc c'est une industrie qui doit faire des bénéfices. On est bien tous d'accord, mais comme je vous le disais, il faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il y a un côté qui est extrêmement important pour les malades et pour la compréhension de la constitution de l'être humain. Tout à fait. La présence de la médecine chimique aura permis de pouvoir aider à résoudre des problèmes, et même à en résoudre. Après, ça dépend de chacun finalement de se responsabiliser en allant au-delà une fois qu'il y a guérison. Tout à fait. Mais je dirais que c'est même, et même quand je travaille, moi j'ai un diplôme en cancérologie clinique, et donc il est évident que je travaille quand je travaillais avec mes patients, en leur conseillant vivement de suivre tout le cursus que j'avais appris en médecine et dans ma formation en cancérologie. Et donc pour moi c'est quelque chose de très important. Mais il est important aussi pour eux de ne pas s'arrêter là, et même en parallèle, de revoir un petit peu qu'est-ce qu'il peut y avoir en médecine énergétique à pouvoir faire par rapport à cette maladie-là. Et on peut vraiment arriver à une aide très importante sur les personnes sur leur chemin de guérison. Regardez au niveau des plans, de la phytothérapie, regardez au niveau psychologie, regardez au niveau de la symbolique de la maladie. Qu'est-ce que veut dire cette maladie? Pourquoi elle est arrivée aujourd'hui? Pourquoi elle est arrivée sur cet organe? Pourquoi elle est arrivée chez vous? Et donc c'est tout ce cheminement, à mon sens, doit être fait d'une manière, je dirais, concomitante. Et c'est d'ailleurs ce que j'explique dans un livre qu'une deuxième édition vient de sortir, Cancer, les chemins de guérison, parce que on ne sait pas d'où viendra la guérison, mais le principal c'est qu'elle vienne. Et ce qu'il faut, c'est arriver à bien comprendre et à bien traiter la maladie, parce que c'est une maladie qui touche l'individu dans sa globalité, et donc physique, psychologique, énergétique, émotionnelle, voire même spirituelle. Et donc il est important que le traitement tienne compte de tous ces aspects pour aider la personne sur son chemin de guérison. J'insisterai aussi sur un élément aussi, c'est que ce ne sont jamais les médecins, les thérapeutes, les guérisseurs qui guérissent les patients. Qui est-ce qui guérit? C'est le malade lui-même. Nous, on est là en tant que médecin, thérapeute énergéticien, peu importe. On est là pour donner des outils aux patients, donner des aides sur son chemin de guérison, mais c'est à lui, en définitive, qui va, par justement tous ces changements, toutes ces compréhensions dont je viens de parler, qui va vraiment amener la guérison. Il faut bien comprendre ça, c'est que la guérison vient d'abord du patient, et nous,
médecin, thérapeute, etc. On lui apporte un maximum de choses qui vont l'aider sur son chemin, mais c'est lui qui va guérir. Quelque part, le thérapeute, le médecin ou autre deviennent des accompagnants sur le chemin de la guérison, sur le chemin vers quelque chose d'autre. Voilà. Sont des conseillers, pour ça qu'il ne faut pas hésiter non plus, même, vous voyez, quand il y avait, par exemple, une personne qui avait un cancer, qui était choquée, hein, bien sûr, au moment du diagnostic, je leur disais, commencez par prendre un autre avis de médecin dans un centre spécialisé, pour voir déjà pour le traitement conventionnel. Et puis ensuite, n'hésitez pas à prendre aussi d'autres avis qui vont vous donner d'autres traitements complémentaires, j'insiste sur la notion complémentaire, pour vous aider sur ce chemin. Nous, on est des conseillers, et c'est pour ça que j'aimais bien autrefois cette notion que j'avais de médecin de famille. C'était pas un médecin généraliste, j'étais un médecin de famille. On soignait les enfants, les grands-parents, les cousins, les oncles, on faisait partie de la famille, et donc on pouvait vraiment aider les personnes au cœur de leur vie, parce qu'en fait, la plupart des médecins, maintenant il y a des visites à domicile qui sont moins nombreuses, etc. Et donc c'est vrai que ces visites à domicile, cette connaissance permettait de pouvoir véritablement comprendre, parce que de temps en temps on voit des patients qui sont déprimés et que on arrive chez eux pour une visite médicale, et on voit dans quel contexte qu'ils vivent, on commence à pouvoir bien comprendre le pourquoi ils sont déprimés, et puis que les médicaments ne vont faire qu'adoucir la situation, alors que j'avais comme ça une famille, une maman avec ses 2 enfants qui avait sans arrêt des infections, sans arrêt. Et puis un jour, elle m'appelle en visite et je vois la maison qui était insalubre comme c'était pas possible. Elle était humide, elle n'avait pas les moyens de chauffer, etc. Les plafonds étaient hauts. Et donc, là, aussitôt, j'ai sauté sur mon téléphone et avec l'assistante sociale, on a tout de suite, comme en plus, j'avais 2 enfants et donc c'était très important pour leur santé, ils ont été replacés dans un immeuble chauffé, fait, etc. Et d'un seul coup, toutes les infections ont disparu. Donc c'est pour ça que c'est très très important. On fait partie d'une globalité et de soigner, quand on voit les patients simplement en consultation ou à l'hôpital, on n'a qu'une partie émergée, et puis on sait que ce que le patient veut bien nous dire aussi. On
va revenir un petit peu plus aux soins énergétiques et ça peut également être en lien avec justement cet exemple que vous venez de donner. Quand un médecin de famille, on va dire ça comme ça, est dans l'accompagnement d'une famille pendant presque plusieurs générations, j'irais dire, parce qu'il y a les parents, il y a les enfants et des fois il y a même les petits-enfants, il y a ce côté un petit peu transgénérationnel qui est observé de la part du médecin. Donc il peut aussi observer ce qui se passe et aider où il pouvait, parce que encore et toujours aujourd'hui le médecin de famille est quasi inexistant malheureusement. Et il pouvait aussi aider dans cette démarche un peu transgénérationnelle si on observe que le grand-père était porteur de ceci ou de cela et qu'on peut le retrouver chez le petit ou l'arrière-petit enfant, on peut véritablement observer ça, cette démarche transgénérationnelle. Oui, tout à fait. Et ça nous permettait, ne serait-ce qu'avec les notions de cancer, les notions de malformation qu'on peut retrouver, vous voyez, une jambe qui est déformée et qu'on retrouve dans les anciennes générations et qu'on risque de retrouver chez les nouvelles, etc. Donc ça me permettait d'être beaucoup plus aux aguets par rapport à ça et de comprendre aussi les questions que pouvaient se poser les patients, parce que les patients disent ce qu'ils veulent bien dire, mais quand on avait la notion du panel, c'était très 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 intéressant et puis j'adorais ce métier-là. Et c'était pour la petite histoire, j'ai exercé 25 ans dans le même pays et dans la même ville et en fait, au bout d'une vingtaine d'années, je commençais à voir les petites filles que j'avais soignées, qu'un temps toutes petites, arriver à mon cabinet avec leurs propres enfants. C'est là qu'on s'aperçoit qu'on prend un coup de vieux, là. Mais non, tout est relatif, le temps n'existe pas, vous le savez bien. C'est pas grave, c'est la vie, c'est pas grave. Vous parliez précédemment de vibration, du taux vibratoire, donc de la planète, de l'individu. Aujourd'hui, on en entend beaucoup parler de ce taux vibratoire. Le terme vibration est devenu un terme incontournable du langage énergétique thérapeutique. Qu'est-ce qu'on pourrait y apporter comme définition, peut-être plus pragmatique, pour aussi, je dirais, rassurer toutes ces personnes à qui on va dire il faut avoir un taux vibratoire haut, tu as le taux vibratoire trop bas, etc. Cette espèce de culpabilisation qui est véhiculée autour de ça et qui n'apporte au final qu'une énergie à connotation négative. Exactement. Je suis tout à fait d'accord avec vous, Mme Dubois, parce qu'en fait, il y a toujours un risque de snobisme. Comment ça? Regarde, moi j'ai un beau niveau vibratoire. Ah, toi t'as qu'un petit. Ah, pou. Et je veux dire que ce qu'il faut bien savoir, c'est que dans le niveau vibratoire, rien n'est jamais acquis. Donc on a peut-être un bon niveau vibratoire aujourd'hui, mais si on passe une ou deux mauvaises nuits, si on a quelques mauvaises nouvelles qui nous chahutent, etc., le niveau vibratoire il va bouger. Donc il faut bien comprendre que il n'y a pas de snobisme par rapport à ça. Cependant, comme je vous le disais, c'est que nous sommes faits pour vibrer au niveau vibratoire de la Terre. Donc déjà, ça, c'est la base. L'être humain est fait pour vibrer au niveau vibratoire de la Terre. Et ça, c'est important parce que quand notre niveau vibratoire baisse à la suite d'une fatigue, d'un surmenage, d'un stress, à ce moment-là, ça va nous emmener justement dans les niveaux de la fatigue, voir les niveaux de l'infection et nous favoriser à ce moment-là la survenue éventuellement de troubles ou de maladies. Ça favorise, ça fait pas, mais ça favorise. Et donc c'est pour ça que c'est important de maintenir son niveau vibratoire au niveau vibratoire de la Terre. Alors pour revenir à la définition que vous me disiez, faut bien comprendre, on parlait tout à l'heure d'énergie. Nous sommes constitués d'énergie. Les énergies, c'est l'équivalent ont des vibrations. Si vous voulez une particule, un électron, par exemple, ne va pas avoir la même fréquence qu'un neutron ou qu'un proton. Chacun, de la même façon, un organe comme le cœur ne va pas avoir le même niveau vibratoire que le foie ou les intestins. Pour vous donner un exemple, et comme nous sommes sur une radio, ça va être très simple, c'est que, eh bien, pour écouter cette émission, vous avez allumé votre poste, donc vous avez amené de l'énergie, et à partir de là, vous avez réglé la fréquence de votre poste sur celle de la radio que vous êtes en train d'écouter. Donc ça, c'est une question de fréquence. Vous voyez, il y a l'énergie au départ qui avait donné, vous l'avez mise sur une certaine fréquence, et puis après ça arrive une troisième notion, c'est le volume. Vous pouvez augmenter et baisser le volume à volonté. Donc c'est une question de fréquence par rapport à ça. Mais la notion de fréquence est aussi liée avec le volume. Les deux sont toujours un peu associés par rapport à ça. Après ça, qu'on monte son niveau vibratoire vers un niveau vibratoire spirituel, etc. Oui, c'est bien, mais là encore, je le répète, j'avais un ami qui avait fait
une retraite et pendant 15 jours, et quand il est revenu, il avait un niveau vibratoire très élevé. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il a repris son rythme de vie actuel, normal, et puis son niveau vibratoire a rebaissé pour revenir, je dirais, dans la norme habituelle, parce que rien n'est jamais fixe, il faut vraiment continuer de l'entretenir pour obtenir quelque chose. Voilà. C'est le niveau vibratoire, et je dirais que la base est déjà de maintenir son niveau vibratoire au niveau vibratoire de la Terre. Après ça, de monter son niveau vibratoire, oui, c'est bien. Et le monter, comment qu'on fait pour le monter? Tout simplement, déjà avec des pensées positives, avec la joie, avec le bonheur, en développant un optimisme et une confiance dans la vie, voire développer sa spiritualité, va déjà permettre ce genre de choses. Mais ça va aussi passer au niveau de l'alimentation, d'avoir une bonne alimentation équilibrée, plutôt biologique ou de pays, fraîche ou faiblement cuite. Après ça va dépendre de l'activité physique, ça va dépendre de notre bonne oxygénation, etc. Donc ça dépend de tout notre mode de vie conditionne évidemment, et notre mode de pensée conditionne notre énergie, notre niveau vibratoire. Donc voilà, il faut bien comprendre que rien n'est jamais acquis et que on développe son niveau vibratoire à sa vitesse. Et vous savez, on n'est pas premier partout. Il y en a qui peuvent être en avance sur certains plans et c'est pour ça que je vous dis, rien n'est jamais acquis, et donc le tout est de toujours bien entretenir personnellement son niveau vibratoire, et ça dépend de son mode de vie. Et comme je le disais, on n'est jamais premier partout. C'est un peu comme les talents. Il y a des personnes qui sont talentueuses dans un domaine et qui ne le seront pas dans l'autre, et vous serez talentueux dans le domaine où ils ne sont pas, et inversement. Donc il y avait Einstein qui disait très justement, on ne peut pas juger l'intelligence d'un poisson au fait qu'il ne puisse pas grimper un arbre. Vous voyez, c'est un peu ça. C'est qu'on a tous des talents, des capacités, et donc faut pas envier les autres. On en a d'autres, et qui sont à nous, et qui sont très très belles aussi. D'où l'avantage de favoriser l'exploitation et l'expansion de ses propres talents, de manière à développer cette vibration qui soit plus en adéquation avec soi et avec la Terre, si j'ai bien compris. Tout à fait. Et vous avez tout à fait raison, c'est qu'il faut, faut se poser souvent la question, suis-je heureux? Suis-je heureuse? Et ça, c'est important de répondre à cette question et objectivement. Et si ce n'était pas le cas, ce qu'il faudrait, c'est réfléchir à ce moment-là à ce qui pourrait être fait pour nous rendre heureux. Il n'y a pas besoin de tout changer dans sa vie. Il y a simplement peut-être à supprimer un ou deux points, puis on a rajouté un ou deux qui nous sont positifs. Et ça, c'est important parce que ça rejoint ce que vous disiez. À partir du moment où on développe nos talents, on développe nos aspirations profondes, ce que nous demande notre conscience, notre être, appelez ça comme vous voulez. À ce moment-là, véritablement, on devient heureux et si vous voulez, le matin, on se réveille heureux d'aller au travail parce que le travail, on l'aime, c'est quelque chose qui nous fait plaisir, et comme on disait, quand on a un travail qui nous aime, on est en vacances toute l'année, c'est pratiquement ça, c'est vrai. Donc c'est important de répondre à nos aspirations profondes qui ne sont pas celles avancées par la société, qui nous offre plutôt la compétition, la recherche de puissance, la montée sociale, le gros compte sur le compte en banque, la grosse voiture ou la grosse télévision. En effet, on est venu sur Terre pour autre chose, et ça se retrouve dans notre être. Et notre être, le fil d'Ariane est tout simplement notre bonheur. C'est que quand on est fait des choix et qui nous rendent heureuses, eh bien ça veut dire qu'on est bien sur notre route. Et autrement, quand on s'éloigne de notre route, c'est là que peuvent apparaître la souffrance. La souffrance, c'est physique ou morale, c'est un petit peu des signaux d'alerte pour nous dire attention, tu sors de ton chemin, on t'envoie des informations à travers ton corps, à travers la localisation de ta douleur ou choses comme ça, pour te dire un petit peu ce qui ne va pas et ce qu'il faudrait que tu modifies. C'est un joli parcours, c'est également une belle ouverture pour chacun pour pouvoir observer ce paradis vers lequel on aspire vivre, plutôt que de chercher un paradis illusoire sur quelque chose d'immatériel, et ne pas oublier qu'on est quand même des êtres concrets, de matière, dans la densité. Oui, si vous voulez, c'est que on vit dans cette société.
on a le droit d'avoir des plaisirs de cette société. On a le droit d'aller, maintenant on n'a plus besoin de passe, donc tout le monde a le droit d'aller au restaurant, tout le monde a de se faire un bon repas, tout le monde a le droit d'aller au cinéma, au spectacle, que sais-je. Et donc on a le droit de se faire plaisir, on a le droit de s'acheter une belle télévision, quoique la télévision n'est pas forcément un bon exemple. Donc, l'idée, c'est qu'on a le droit de se faire plaisir. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas le bonheur. Ce n'est pas le bonheur. Et là, vous savez, dans notre société, il y a un élément qui prédomine, c'est que nous sommes toujours des insatisfaits. C'est-à-dire qu'on en veut toujours et toujours et toujours et toujours plus. Donc on achète quelque chose, une belle voiture, ok, ça nous fait plaisir pendant 3 jours, et puis au bout de 3 jours, on n'y pense déjà plus, et puis on est déjà en train de penser à autre chose qu'on voudrait acheter, etc. Et c'est qu'on est toujours dans l'insatisfaction de et ça nous rend triste. Alors ce qu'il faut justement, c'est quand on regarde un petit peu autrement, ça nous permet d'éviter de tomber dans cette insatisfaction, et parce que la véritable satisfaction, le véritable bonheur ne se situe pas dans la matérialité, bien qu'elle peut y contribuer, parce que c'est évident que de vivre pour l'argent n'est pas un but en soi. L'argent est un moyen. Alors de dire qu'on n'a pas besoin d'argent, c'est faux, parce que c'est une évidence qu'on en a tous besoin pour vivre et en équilibre, mais de vivre que pour développer son pouvoir et son argent n'est pas une bonne solution. On est véritablement sur l'interprétation sociétale, dans l'évolution aussi de l'espèce. Vous êtes également un auteur extrêmement prolifique. Quand on voit le nombre de parutions de vos ouvrages l'année dernière, et notamment développer vos talents subtils, qui aujourd'hui est quasiment introuvable en librairie, je précise. Alors dépêchez-vous, auditeurs, de passer vos commandes. Talents subtils, donc on est sur une approche énergétique qui va au-delà de ce consumérisme finalement, puisque on prend conscience de nos capacités donc dans la communication avec la télépathie, le développement de la télépathie, nos capacités dans le mouvement avec la télékinésie et d'autres pratiques, bien sûr. Oui, parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, avec l'arrivée de ces nouvelles énergies, la montée de notre conscience, il y a l'arrivée d'un certain nombre de talents subtils qui autrefois étaient du domaine de personnes qui avaient le don. Or, aujourd'hui, tout le monde est capable de les pratiquer, ça se développe. Les pratiquer à partir du moment où ils les expérimentent, ils les testent, ils les apprennent, etc. Mais tout le monde est capable. Et vous savez, au niveau, par exemple, des soins énergétiques, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand je fais des soins énergétiques en présentiel, une formation en présentiel, je peux vous dire que tout le monde ressent les énergies avec une facilité déconcertante. Ça ne prend que quelques secondes, voire 1 minute ou 2 au plus. Et pour bien savoir, parce que moi, mon seul travail est de dire, là, tiens, toi, ce que tu sens là, c'est justement le corps énergétique, quelque chose comme ça. Je suis simplement, la personne prend, moi, je suis simplement là pour lui dire, c'est ça. Et si j'avais fait ces stages il y a 50 ans, par exemple, eh bien, il y a 50 ans, il n'y aurait pas eu la moitié des personnes qui auraient senti des énergies. Donc ça, on s'en aperçoit pas, mais parce que c'est des éléments qui se développent. Vous savez, c'est un peu comme notre conscience. Nous avons aujourd'hui, autrefois, il y avait la conscience qui était limitée au territoire de chasse, et puis après ça a été la cité, après ça a été au pays, au continent, à la planète. Aujourd'hui, c'est la planète, et voire même au-delà. Je dis souvent en plaisantant, mais je le pense sincèrement, c'est que Internet est là pour nous développer notre conscience planétaire. On est bien d'accord. Mais c'est un outil qu'on a utilisé, que notre conscience a utilisé. Parce que si Internet avait existé au Moyen-Âge, je pense qu'il n'y aurait pas eu grand monde qui l'aurait utilisé, parce qu'il n'y avait pas encore cette conscience-là. Tout ça, on s'en aperçoit pas, on ressent ces capacités. Avec les nouvelles énergies, on a eu des nouveaux chakras qui sont apparus, des nouveaux chakras principaux, et donc chaque chakra nous a apporté ces nouveaux talents qui sont encore, je dirais, présents, mais qui demandent simplement que nous sachions qu'ils soient là, que vous pouvez les développer avec un petit peu de pratique et de temps. Il ne faudra peut-être pas tous les développer à la fois, mais en choisir un ou deux, un par un, et commencer à les développer. Et c'est absolument génial, parce qu'au fur et à mesure, quand il y aura de plus en plus de personnes qui vont avoir développé ces talents, je vous ai dit, on est aidé beaucoup par ces nouvelles énergies qui le favorisent. Mais quand on va développer ces nouveaux talents, quand on sera beaucoup à l'avoir développé, eh bien tout simplement, ça changera complètement
la donne au niveau de la société. La société sera complètement différente, c'est une évidence. Imaginez que nous devenions demain tous télépathes, on devient complètement transparent à ce moment-là. Et là, ça éviterait beaucoup de problèmes relationnels, je pense. Ça pourrait en poser d'autres, mais au fur et à mesure, à partir du moment où on développe aussi sa conscience, son intégrité, sa justice, je dirais qu'on n'a plus rien à cacher par la télépathie. Oui, les filtres ne sont plus nécessaires. Exactement. Les deux montent ensemble, c'est pas un hasard. C'est pour ça que ces nouveaux talents se développent, l'un chez l'un, l'autre chez l'autre, etc. Et montent en puissance parce qu'il faut évidemment que nous, en tant qu'êtres humains, l'humanité, nous nous adaptions à ces nouveaux sens, tout simplement. À ces nouveaux sens, l'intuition se développe, le ressenti se développe, la clairvoyance se développe, la télékinésie aussi. D'ailleurs, j'en discutais avec un ami, il me racontait qu'il y avait un de ses collègues qui faisait des formations en télékinésie, et à la fin de cette formation, il disait, en fin de compte, il y a 50-50, il y en a 50% qui sont capables de faire tordre une cuillère ou choses comme ça, et l'autre n'est pas encore capable, il n'a pas encore franchi le cap. Et quelle est la différence entre les deux? Eh bien, tout simplement les deux groupes. Tout simplement, celui qui est capable de télékinésie est tout simplement des personnes qui croient, qui sont sûrs que ça va fonctionner. Ils sont sûrs. Ils n'ont pas de réticence, ils n'ont pas de croyances erronées qui vont bloquer. Oui, mais est-ce que tu sais, est-ce que tu crois, est-ce que c'est pas possible, etc. Et donc, ceux qui passent outre et qui vraiment croient dur comme fer que c'est possible, eh bien, ça se réalise. C'est là encore, c'est une question d'intention, question de foi, quelque part. Comme on a vu fleurir ces dernières années des formations en magnétisme, en médecine chinoise, en différentes pratiques de thérapie dites holistiques, est-ce qu'on peut espérer que d'ici quelque temps, il y ait pareil des formations beaucoup plus présentes, parsemées sur la planète, justement en pratiques subtiles, comme là? On n'arrête pas une rivière qui coule. Les pensées sont lancées. Vous savez, les personnes qui vont faire ce genre de choses, quand on transmet aux personnes une technique, etc., cette technique est déjà en eux. On ne fait que réveiller les concepts qui sont dormants. Et c'est tout. Donc c'est simplement arriver à réveiller ces principes pour que la personne puisse prendre confiance en elle, savoir que c'est possible, et le faire. Avec l'expérience, avec la pratique, ça devient de plus en plus évident. Il y aura besoin au départ peut-être d'un certain nombre de personnes, de guérisseurs, de magnétiseurs, de que sais-je, comment les appeler, qui informeront. C'est ce que j'essaie de faire à travers de ce livre. Vous disiez qu'il était épuisé, mais vous inquiétez pas, j'ai pas une nouvelle de l'éditeur, mais il est en réédition, soyez-en sûrs, il va arriver certainement très rapidement, et si c'est pas déjà encore fait. Et donc c'est au travers de ce livre, j'ai montré un panel de capacités, je dirais hors normes, hors des normes qu'on a l'habitude de voir depuis ces derniers temps, mais qui sont là en jachère, et avec comment ça fonctionne et comment pouvoir les développer. Et comme je vous le disais tout à l'heure, faut suivre ses aspirations, parce que de temps en temps, aujourd'hui, vous avez peut-être envie de développer telle ou telle capacité. Donc, il faut travailler dessus, et ça va se faire tout doucement, parce que notre cerveau est ainsi, la plasticité neuronale fait que des nouvelles connexions vont se faire au niveau du cerveau, un peu comme quand vous apprenez le piano, par exemple. Eh bien, au début, c'est un petit peu laborieux, mais au fur et à mesure, le cerveau va faire des nouvelles connexions qui vont faire que ça va devenir de plus en plus simple et de plus en plus facile. Donc, c'est un peu la même chose avec ces talents subtils. Alors, on ne fera pas tous des Mozart, on est bien d'accord, mais on pourra déjà faire des choses très, très intéressantes. C'est un peu un balbutiement pour apprendre ou réapprendre des pratiques qui pourraient être même naturelles, innées, parce qu'on voit les plantes sont télépathes, les animaux sont télépathes, et font preuve véritablement de ces compétences-là. Peut-être espérer qu'à un moment donné, la civilisation, d'ici quelques décennies ou peut-être siècles, soit plus dans un courant d'ouverture, c'est ça? Oui, si vous voulez, c'est que je pense, personnellement, c'est ma croyance, je n'engage que moi en disant ça, je pense qu'autrefois, les individus dits qu'on présente souvent en genre préhistorique ou choses comme ça, mais il y avait des antennes
Au niveau des énergies, il y a eu des sociétés entières qui étaient tournées vers des énergies. Et c'est pour ça qu'on retrouve pas grand-chose sur elles au niveau des ruines et tout ça, parce qu'elles travaillaient véritablement sur l'énergie, la puissance de la pensée, etc. Et puis, au fur et à mesure, on a perdu un petit peu tout ça. Mais ce qu'il faut voir, c'est que cette évolution n'est pas non plus péjorative, en ce sens que le fait d'avoir perdu ça, ça nous a coupé un petit peu de l'esprit groupe, autrefois qui prédominait plus que l'esprit individuel, et ça a permis de développer notre individualité. Donc c'était quand même quelque chose d'important et d'utile. Aujourd'hui, avec ces nouveaux talents, on doit se les réapproprier, c'est exact, et à partir de là, il va falloir aussi travailler, arriver à recréer le groupe. C'est-à-dire, on recréera le groupe restant toujours des individus dans le groupe, alors qu'avant, il n'y avait pas d'individualité. Les choses avancent un petit peu comme les deux cerveaux, le cerveau droit, le cerveau gauche, le cerveau de la raison, de l'intuition. Il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre, on a besoin des deux et l'avenir va être la reconnexion de ces deux cerveaux pour qu'ils travaillent ensemble. À partir du moment où on va travailler sur avoir une information par l'intuition, une information par la raison, et que les deux s'associent et ça nous donne une synthèse, ça va être aussi quelque chose qui va être extrêmement puissant dans notre vie et dans l'évolution de l'humanité, c'est clair. Parmi tous les sujets abordés, il y a aussi le domaine de la formation. Vous le disiez précédemment, vous proposez des formations. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage? Déjà, est-ce qu'il est nécessaire d'avoir un cursus particulier pour participer à vos formations ou pas? Absolument pas. Aucun cursus, simplement l'envie. L'envie de soigner ou l'envie de se soigner, parce que je montre aux personnes comment faire pour soigner, comment faire, quelles sont les techniques, ressentir les énergies, etc. Mais après ça, on peut aussi faire ses soins sur soi-même et on peut faire aussi ses soins à distance avec la même facilité, sans problème. Et donc, ces soins, il y a deux sortes de soins. Il y a des soins qui sont en présentiel. Là, j'ai pas encore mis les stages du deuxième semestre, parce que les soins du premier semestre sont largement complets. Après ça, donc, je remettrai ceux du deuxième semestre en juin probablement. Mais surtout, ne soyez pas tristes. Il y a aussi des formations en ligne qui peuvent aussi vous aider à apprendre. Et là, la formation est également complète en ligne, si vous désirez la suivre. Je donne toutes les informations. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les énergies, comme je vous ai dit, les techniques, tout ça, ça continue d'évoluer, d'avancer. C'est merveilleux. Moi, je suis éberlué, je suis ravi de voir comment ça a pu évoluer, ne serait-ce que, vous savez, autrefois, par exemple, quand il y avait des mauvaises énergies, on les extirpait un peu à la méthode chirurgicale et on les envoyait dans l'espace, par exemple, ou dans le soleil. Mais aujourd'hui, on n'a plus besoin de ça. On peut les transmuter, les transformer de négatif en positif. Donc ça a été une révolution au niveau des soins parce qu'on n'était plus dans un acte agressif, chirurgical, voire guerrier. Là maintenant, on est dans une étape plutôt d'amour où on est en train de transmuter l'ombre en lumière. Et c'est véritablement un vrai plaisir. Et là encore, les choses ont encore avancé, aller de plus en plus vite, de plus en plus simple. Et faut savoir que les énergies, d'une manière générale, sont bonnes pour nous, sont bénéfiques. Elles viennent nous aider, nous nourrir, nous informer. Alors bien sûr, il y a quelques-unes qui sont mauvaises, qui sont perverses, etc., mais qui vont provoquer qu'on les retrouve au niveau d'une maladie, parce qu'il y a un mal. Mais je dirais que la majorité et c'est bénéfique, c'est un véritable bonheur. Moi, j'adore être dans l'énergie, vivre dans les énergies, parce que c'est que du positif. Finalement, ce n'est pas parce qu'on ne les voit pas qu'elles n'existent pas. Tout comme l'air que nous respirons. Et oui, et vous savez, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'univers visible est fait de plein de choses invisibles. Oui, parce qu'on voit une table, on voit une lampe, on voit des choses comme ça, mais en fin de compte, c'est formé de toutes petites particules que nous ne voyons pas et qui pourtant, ce sont elles qui vont former les atomes et constituer la matière. Et justement, avec ces nouveaux talents, par exemple de capter, de ressentir les énergies, etc., d'un seul coup, on ne peut plus les nier. Vous comprenez, parce que on les sent, et quand on les sent et qu'on voit qu'autour de nous, toutes les autres personnes les sentent comme nous, ça devient des évidences, un petit peu comme les gens qui font des états de mort imminente et qui reviennent après en disant, si c'est ça la mort, j'ai plus peur de la mort.
ça devient des évidences par rapport à ça, et c'est pour ça que ces nouveaux talents sont vraiment extraordinaires. Mais vous savez, dans notre vie courante aussi, nous avons aussi des petits signes qui nous rappellent un petit peu des choses. Moi, je me rappelle par exemple d'une personne qui avait des problèmes dans sa maison avec, par exemple, sentait des présences, la lumière qui s'allumait toute seule, la radio qui s'allumait toute seule, etc. Donc, bon, j'avais envoyé un de mes amis magnétiseur qui a nettoyé la maison et qui a tout arrangé, mais ça n'empêche que à partir du moment où on a ça, on commence à se dire, ok, ben là, ça veut dire qu'il y a une entité, probablement un défunt. S'il y a un défunt, ça veut dire qu'il y a quelque chose après la mort. Et s'il y a quelque chose après la mort, il y a peut-être une réincarnation. Donc ça, ce sont des signes qui nous amènent à des réflexions et qui nous sont offerts régulièrement sur notre chemin. Donc, on doit en avoir certains que on voit pas ou qu'on laisse tomber, et puis il y en a d'autres qui nous interloquent, et il est important d'aller plus loin, parce que vous voyez, par exemple, cette femme à qui le magnétiseur est passé, je lui avais posé des questions après, alors comment ça se passe chez vous, etc. Après la venue du magnétiseur, et puis elle me dit, bon, chez moi il y a rien. Alors je lui dis, vous m'aviez décrit qu'il y avait des lumières qui s'allumaient, des radios, et puis elle me répond froidement, oh, j'ai dû rêver. Donc c'était une personne qui avait eu une expérience et qui l'a refoulée parce que ça l'a dérangé par rapport à ses habitudes, ses comportements. Et je dirais que quelque part, c'est dommage. Bon, c'est pas grave, elle en aura d'autres éléments qui vont la réveiller un petit peu, mais quand on a des événements comme ça, bah, ça nous pose des questions et il faut vraiment tirer des conclusions et en tirer des conclusions par rapport à notre vie et par rapport à la vie en général. C'est des petits signes de la vie qui nous amènent ça, à la réflexion. Oui, tout à fait. Mais dans l'exemple que vous venez de citer, est-ce qu'on ne pourrait pas l'imager par le principe de la dissociation du traumatisme d'observer quelque chose de tellement violent que finalement, cette dame ne pouvait pas référencer en elle-même. Donc elle a oublié, elle a complètement occulté. Tout à fait, tout à fait. Vous savez, c'est un peu comme la notion des possessions ou des incorporations. Bien sûr, ça peut être des éléments extérieurs qui entrent, mais aussi, dans beaucoup de cas, c'est une sous-personnalité à nous, la personne elle-même, qui prend le contrôle. Vous savez, on a tous des sous-personnalités et qu'on utilise souvent selon les circonstances. Par exemple, les masques qu'on va utiliser dans le social, dans la vie personnelle, dans la vie professionnelle, etc. Et donc, ce sont des masques, mais quelque part, ce sont aussi des sous-personnalités qui peuvent aussi, de temps en temps, prendre le pas sur notre personnalité et donc amener des troubles du comportement par rapport à ce qu'il y a à l'habitude. Et c'est vrai qu'il y a des processus de défense qui sont toujours importants parce que quand il y a des éléments qui nous font peur, c'est évident que on peut avoir à ce moment-là des tendances un petit peu comme un gros choc émotionnel de le balancer dans l'inconscient. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'il n'est pas solutionné, donc il ressortira un jour ou l'autre. C'est la vie, c'est comme ça. En plus de tout ça, donc on va revenir un petit peu plus à vous. Vous proposez depuis quelques semaines, voire à quelques mois, on est déjà au mois de mars, en plus des soins énergétiques gratuits à distance, vous proposez également des groupes de prières non religieuses. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus ? La notion vient de ce que je vous expliquais tout à l'heure. On a actuellement une montée vibratoire qui est formidable et qui nous est proposée. Si nous prenons le train en marche, évidemment. Et donc, pour monter et suivre le mouvement, pour suivre cette progression, à ce moment-là, il faut qu'on se libère, comme je le disais tout à l'heure, de tous les vécus, les souffrances, les éléments négatifs sur le plan énergétique, émotionnel, psychologique, physique. Et donc, pour aider un maximum de personnes dans cette phase, pour déjà les soulager, tout simplement, sans chercher plus loin, pour simplement retrouver leur équilibre, leur bien-être, etc. Et puis après ça, ceux qui veulent ou celles qui veulent pourront aller plus loin. Eh bien, j'ai proposé, j'organise des soins énergétiques collectifs et intemporels, c'est-à-dire qu'on peut les faire, c'est bien d'être là le soir quand on les fait, parce que plus on est nombreux, plus ça va donner de la puissance, mais aussi si on a raté, sur ma chaîne YouTube, il y a encore tous les autres soins, et chaque soin a un thème particulier, donc on peut tout à fait les revoir ultérieurement, et ils ont toujours la même efficacité. Et dans le même esprit, j'ai organisé aussi des groupes de prière. Donc les soins collectifs, c'est tous les jeudis soirs. Les groupes de prière à 21h. Le groupe de prière, c'est tous les dimanches soirs
à 21h, toutes les religions confondues. Je suis pas là pour faire du prosélytisme, même les personnes qui sont croyants, pas croyants, pratiquants, pas pratiquants, ceux qui sont dans la recherche spirituelle, tout le monde est bienvenu, toutes les bonnes volontés. Et là, on envoie des œuvres d'énergie, nos pensées, nos prières à l'humanité et à la Terre. Ça, on fait ça systématiquement. Et à chaque fois, on a une ou deux intentions de prière supplémentaires pour les personnes en difficulté, les personnes malades, les personnes en souffrance, les animaux, que sais-je. Et ça, c'est vraiment, là, je vous disais, il y a sur cette planète actuellement, il y a une sorte d'égrégore de peur, d'angoisse, voire de haine, d'agressivité. Et donc, il est temps de se regrouper pour envoyer de la lumière par rapport à ça. Et vous savez, je vous donnerai, pour moi, je suis toujours très, très optimiste. Je vais vous donner un exemple. Imaginez que vous ayez deux pièces d'habitation qui sont l'une à côté de l'autre. Il y en a une qui est dans la lumière la plus importante, la plus absolue, l'autre qui est dans le noir total. Vous ouvrez la porte entre les deux pièces. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que la lumière va rentrer dans la pièce sombre. Mais l'ombre ne va pas rentrer dans la lumière. Donc ça montre bien que l'ombre est l'absence de lumière. L'ombre est l'absence d'amour. Et donc cet amour, quand on l'envoie, ça peut avoir des répercussions énormes, et plus le groupe est important, et plus ça va en avoir, évidemment. Et ça, avec ça, moi, au-delà de ça, c'est que je pense sincèrement qu'on peut influer sur l'avenir de notre planète en envoyant de l'amour à toutes les personnes sur cette terre, en les aidant à élever leur niveau vibratoire. Et à ce moment-là, grâce à ça, ça va aider tout le monde. On peut vraiment faire basculer, parce qu'on sait avec les effets Maharishi et autres, qu'un petit groupe de personnes actives, vraiment dans la pensée d'amour, là, en l'occurrence dans la pensée d'amour positive, etc., est capable à lui seul de faire basculer les paradigmes de l'ensemble, et là en l'occurrence de l'ensemble de l'humanité. Et donc là encore, on est beaucoup aidé avec ces nouvelles énergies, beaucoup aidé avec cette ouverture de conscience générale. Tout le monde est touché, mais il y a simplement besoin chez d'autres, des personnes, d'allumer la flamme. Simplement, elle est là. Il y a simplement besoin d'allumer la flamme par l'envoi de pensées positives et d'amour. Et là, on peut véritablement espérer pouvoir changer le cours des choses qui autrement ne semblent pas très merveilleux. Beaucoup de positifs pour la planète, pour l'humanité, mais également pour l'univers, finalement, puisque nous sommes tous liés, comme vous le disiez tout à l'heure, cet impact collectif, mais également cosmique, peut-être? Tout à fait, parce qu'en fait, je pense, ce que j'ai pu voir, et ça répond un petit peu à ce que disaient les Indiens Hopis, c'est que l'évolution de l'univers est comme une spirale. C'est pas un cercle avec un éternel recommencement toujours identique, c'est une spirale ascendante. Et donc, c'est le mouvement de la vie, la spirale d'ailleurs. Qu'on retrouve dans l'ADN, qu'on retrouve dans les ondes scalaires, etc. L'univers est en train de passer à une nouvelle étape, une étape de son évolution de conscience. Et à l'intérieur de cette évolution générale, la Terre est bien sûr invitée à y participer, à prendre le train et à suivre, mais il peut y avoir à l'échelon local des freins qui vont ralentir ce mouvement un petit peu, comme s'il y avait une foule qui marchait, et puis d'un seul coup, dans la foule, il peut y avoir 2, 3, 4 individus qui marchent plus lentement et qui ralentissent, non pas le groupe, mais qui ralentissent leur pas. Ça veut dire que le mouvement est en marche, ils ne pourront pas arrêter le groupe, mais seulement nous, localement, on peut le freiner. Mais c'est freiner pour mieux sauter, parce que c'est ce qui se passe un peu aujourd'hui avec les événements. Et ce frein, enfin, à ce moment-là, il peut perdurer, malheureusement, mais un jour ou l'autre, il va lâcher et on reprendra le saut. Mais combien de temps va pouvoir durer ce frein? C'est difficile à dire. Ça peut être des jours, des semaines, des mois, des années, voire bien plus encore. Donc, on ne sait pas, là. On n'a pas d'informations. Une belle ascension en espérance pour tout le monde. Voilà ce qu'on espère comme information. Elle est offerte à tous. À chacun maintenant de suivre le mouvement ou de ne pas le suivre. Luc Baudin, c'est aussi une chaîne YouTube, un site internet, c'est beaucoup de livres, beaucoup, mais vraiment beaucoup. Qu'est-ce qui vous inspire finalement pour écrire autant? Parce que là, on sent vraiment que les sujets sont là. Vous savez,
Pendant que j'ai exercé, pendant toutes ces années, j'ai accumulé un grand nombre d'informations, d'expériences, etc. Et bon, j'ai voyagé, j'ai rencontré des gens passionnants. Et en fait, quand j'ai arrêté, eh bien, je suis passé à un autre domaine. J'étais à la transmission. Donc c'était la transmission d'abord de ce que j'avais pu acquérir au cours de ces années. Et puis après ça, j'ai toujours l'inspiration et je peux dire un grand merci à mes guides et aux êtres de lumière qui m'apportent toujours toutes les lumières, les connaissances, et c'est pour ça que j'ai jamais peur de la page blanche, si vous voulez. Et donc, je traite les sujets qui me passionnent, les uns après les autres, comme ça vient, un petit peu selon les inspirations, et mon but est toujours d'aider les personnes, c'est-à-dire de donner des outils aux individus pour qu'ils puissent faire les choses par eux-mêmes. On aura bien sûr toujours besoin de médecins, de thérapeutes, etc. Mais si on peut se faire un soin sur soi-même, mais si on peut effacer des mémoires erronées par soi-même, mais si on peut soulager une émotion par soi-même, eh bien, je veux dire, voilà. Puis là, aujourd'hui, mon but est aussi de montrer que devant, malgré la situation qui est terrible que nous vivons au niveau des actualités, eh bien, il y a quelque part un grand soleil qui est derrière et qui nous attend. Donc, à nous de maintenant individuellement et collectivement de faire en sorte qu'ils viennent, parce qu'on a le chemin rapide. On peut le faire venir maintenant avec notre évolution collective, ou alors si on prend le chemin de l'ombre, eh bien il reviendra, mais ça prendra un peu plus de temps, et comme je dis, ça risque de prendre quand même beaucoup plus de temps a priori. Donc c'est à chacun de voir, et je donne toujours cet espoir. On a besoin de vous, on a besoin de chacun pour œuvrer dans l'amour, dans la compassion, dans la pensée positive, pour aider cette humanité et cette planète à ne pas rater le virage qui nous est promis. Il reviendra, ce virage, mais si on peut le prendre tout de suite, ce serait quand même formidable. Et donc c'est un peu mon travail aujourd'hui de transmettre ce message, de transmettre de la lumière là où il y a de l'ombre partout sur la Terre, de dire qu'il y a une porte de sortie. Voilà, je suis pas un lanceur d'alerte, moi je suis plutôt un lanceur de solutions. Et un lanceur d'amour, je dirais aussi. Et j'essaye. Ça, c'est un travail de tous les jours, ça. Nous arrivons au terme de cette émission. Quel mot de la fin vous pourriez apporter à nos auditeurs? Je dirais à tous, c'est que nous sommes tous placés là où nous devons être. Arrivera ce qui devra par rapport à nous. Donc ne soyez pas dans la récrimination par rapport à la société, aux événements, etc. C'est que nous avons choisi de venir nous incarner dans cette période particulière pour vivre ces événements qui nous placent devant nous-mêmes et qui nous obligent à faire un choix entre l'ombre et la lumière. On a choisi cette société parce que c'est celle qui allait nous faire travailler le plus dans le sens de notre évolution personnelle. Si on est aussi nombreux sur cette terre aujourd'hui, c'est parce que beaucoup ont choisi de se réincarner en cette période très particulière de notre histoire, autant, je dirais, humaine, mais aussi de notre histoire vibratoire, parce que c'est une chance nous est offerte là de pouvoir monter, élever. On a les énergies qui nous arrivent d'une manière constante, elles sont là tout le temps autour de nous, il suffit de les demander, de les appeler pour les recevoir, et elles sont que bénéfiques. Donc faites confiance à la vie, faites confiance à ces énergies, acceptez-les, vivez dans la joie, dans le bonheur, dans l'optimisme, même si ça peut paraître complètement ridicule aujourd'hui. Essayez. Voilà ce que je voudrais transmettre aux auditeurs, parce que l'avenir est beau. Et l'avenir n'en compte pas. Sur ces paroles très philosophiques finalement et plein d'amour et de positivisme, nous arrivons donc au terme de cette émission. Un grand merci à vous, Luc Baudin, d'être intervenu pour nous ici et maintenant, dans cet espace-temps, si l'on peut dire. C'était Daniel pour l'émission Fenêtre sur Soi, et je vous souhaite à tous une très lumineuse journée. À très vite. À très vite, merci. Merci.